Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20, édition spéciale après l'opération antiterroriste menée ce matin à Saint-Denis. Le raid a donné l'assaut dans un appartement du centre-ville. Au moins 2 personnes sont mortes, dont une femme kamikaze. De véritables scènes de guerre qui ont réveillé les habitants en pleine nuit. Aude Blaché, Morgane Prévost, Colette Zagaroli. Tout a commencé vers 4h20 ce matin. Les policiers d'élite du raid donnent l'assaut contre un appartement situé en plein cœur de Saint-Denis, au 8 de la rue du Corbillon. Il s'agit d'un squat où sont retranchés au moins 5 terroristes. Pendant près d'une heure, une violente fusillade éclate, comme en témoigne cet homme qui se trouve aux premières loges. Première explosion, un boum que j'ai jamais entendu de ma vie, qui nous a tous réveillés. Et on s'est mis tout de suite par la fenêtre pour voir d'où ça venait. C'était exactement là, parce que c'était en l'air. Les étincelles, c'était en l'air. Donc ça défouraillait de partout, quoi. À l'intérieur de l'immeuble visé, les habitants se cachent chez eux, terrorisés, sans vraiment comprendre ce qu'il se passe. On voyait des balles, on voyait des lumières, des lasers qui venaient vers nous. Et vraiment, il y avait des explosions. Hein. On sentait vraiment l'immeuble qui bougeait. Et il y avait des mecs en haut qui couraient et ils étaient là en train de crier « Non, 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 tire par la porte !» Le quartier est rapidement bouclé. Très vite, les militaires arrivent en renfort. Un hélicoptère sillonne le ciel et les quelques riverains qui s'aventurent dans la rue sont sommés de rentrer chez eux. C'est vous reculez derrière les poteaux là-bas. Ça veut dire qu'il y a des terroristes là, donc des terroristes en bas de chez soi, c'est effrayant. À quoi voulez-vous que j'y pensé? J'ai pensé c'est la guerre à Saint-Denis. Les policiers font face à plusieurs terroristes déterminés, dont une femme kamikaze qui active son gilet explosif au tout début de l'assaut. Un autre terroriste est tué. Les voisins les plus proches sont évacués. À 7h30 puis vers 10h, d'autres détonations sont entendues, tandis que les opérations de sécurisation de la zone se poursuivent. À 11h45, l'opération est officiellement terminée. Je tiens à adresser mes sincères félicitations aux policiers du RAID et de la BRI, 110 en tout, essuyant le feu pendant de nombreuses heures dans des conditions qu'ils n'avaient jusqu'à présent jamais rencontrées. 7 personnes ont été interpellées ce matin, au moins 2 terroristes tués. De leur côté, 6 policiers ont été blessés au cours de cette opération qui aura duré près de 7 heures. Oui, au moins 2 terroristes tués, car ce soir, le ministère de l'Intérieur n'exclut pas qu'il y ait une 3e victime. En fait, c'est difficile à établir à cause des dégâts provoqués par l'explosion. Direction à présent le siège de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure à Levallois-Perret. Séverine Larouille, c'est là que sont interrogées les 7 personnes interpellées ce matin. Oui, 7 personnes et parmi elles 3 terroristes présumés qui ont été exfiltrés de l'appartement de Saint-Denis et 2 autres interpellés alors qu'ils essayaient de se cacher sous des gravats. Parmi eux, 2 seraient actuellement hospitalisés. Quel rôle les occupants de cet appartement de Saint-Denis ont-ils joué dans l'organisation des attentats de vendredi? Préparaient-ils un autre attentat? C'est ce que cherchent à déterminer les enquêteurs. On ne sait pas encore si Abdelhamid Abaoud, le commanditaire présumé des attentats de Paris, se trouve dans cet appartement. L'une de ses proches, en tout cas, il aurait trouvé la mort. Il s'agirait de la kamikaze qui a actionné son gilet d'explosif. Ce serait la cousine d'Abdelhamid Abaoud, une femme d'une vingtaine d'années qui serait par ailleurs connue des services de renseignement. On attend également de connaître l'identité de l'homme abattu lors de l'assaut et de savoir s'il y a d'autres morts. Enfin, parmi les interpellations, 2 autres suspects. Il s'agit d'une jeune fille qui aurait habité auparavant cet appartement et de l'homme qui aurait fourni cet appartement. Un homme qui par ailleurs a des antécédents judiciaires. Il a été condamné en 2008 à 8 ans de prison pour coups ayant entraîné la mort, ce qui ne veut pas dire qu'il soit impliqué dans ces actes terroristes. Merci Séverine pour ces précisions. Alors on l'a dit, au total l'opération aura duré 7 heures. 7 heures d'angoisse pour les riverains de l'immeuble cloîtré chez eux. Voyez ces témoignages recueillis par Nicole Bappel et Laure Bignalet. La rue est toujours bouclée, mais les militaires et les forces de police se sont déplacés. Agnès est bloquée chez elle. Elle vient d'annuler son déjeuner avec sa fille qui était en terrasse à côté du Bataclan lors des attentats. C'en est trop. On se dit qu'en fait, je ne pensais pas que j'allais pleurer.
c'est qu'on se dit qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, que le danger est omniprésent. Je ne suis pas d'une nature inquiète, mais je suis assez inquiète en ce moment, oui. Yannick et Ludovic ont 18 ans. Ils sont dehors depuis 5h30 du matin. Ils se repassent un bout de vidéo en boucle. Comme d'autres, ils ont été évacués par la police hors de la zone de l'assaut. On a entendu vers les 4h du matin des coups de feu, des rafales. Donc on est descendu. Et ensuite, il y a une escadron de police qui est venue, qui nous dit de mettre les mains sur la tête, assez violemment. Et ils nous ont escortés vers la mairie. Fin de matinée. Cette rue vient juste d'être rouverte. Les rideaux métalliques sont encore baissés. Cette habitante semble à peine réaliser qu'elle peut sortir. Là, il y avait les CRS partout ici dans la rue. On ne pouvait pas sortir. C'était encerclé en fait. On nous a dit de ne pas sortir, même pas de nous mettre aux fenêtres, on ne pouvait pas. Rue de la République, à 50 mètres de l'assaut, Mathilde et Anaïs n'ont pas pu aller travailler. Mais c'est anecdotique. Ce qu'elles ont vécu est surréaliste. Je me serais crue sur une zone de guerre. Sincèrement, c'était très impressionnant. Je me suis réveillée en sursaut à 4h30, mais je me suis pas sentie choquée. J'ai pas besoin d'une cellule psychologique pour en parler. Il y a eu les spots qui ont éclairé tous les immeubles sur la gauche, là-haut. Et en fait, on nous a demandé de rester à l'intérieur, de fermer les fenêtres. Ils nous l'ont crié d'en bas, en fait. Je vais partir d'ici. Sortir sur un balcon, se mettre à sa fenêtre, de nouveau marcher dans la rue. Après l'angoisse, la pression est presque retombée. Avec nous sur ce plateau, Georges Salinas, chef adjoint de la BRI. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé aux opérations de ce matin à Saint-Denis en appui du RAID. Une intervention particulièrement compliquée en pleine ville face à des gens déterminés, lourdement armés. Effectivement, c'est une opération très complexe qui a été menée donc, par le RAID avec le soutien de la BRI. C'est une opération qui était compliquée puisque nous avions affaire à des individus déterminés, lourdement armés et prêts à aller au sacrifice. Oui, puisqu'il y a eu cette femme kamikaze, c'est une première Exactement. en France. Et c'est pour ça aussi peut-être que ça a duré si longtemps, c'est qu'il y avait des craintes que tout l'appartement soit piégé peut-être. Exactement. Nous avons un problème avec ces individus, c'est que donc, comme ils sont dans le sacrifice, ils se munissent de ceintures explosives. Et d'ailleurs, on a retrouvé les mêmes ceintures explosives au Bataclan, puisque c'était un peu le même mode de fonctionnement. Je dirais que la grosse différence entre le Bataclan et l'opération de ce matin, c'est que ce matin, il n'y avait pas d'otages, alors que l'opération de vendredi soir a été menée avec justement toutes les personnes. Je le dis à nos téléspectateurs, hein, au Bataclan, vendredi, vous, la BRI, vous étiez en première ligne. C'est vous qui êtes rentrés face aux terroristes. Là aussi, ça avait duré longtemps. Et là, quand il y a des otages à l'intérieur, c'est qu'on se dit il faut vite y aller pour les sauver et en même temps, il ne faut pas se mettre en danger, en surdanger. C'est vrai que la différence entre l'intervention du Bataclan, c'est que comme on a tous ces gens-là, d'abord on a une première intervention qui sont les policiers locaux, parce qu'il faut rendre hommage à ces personnes, à ces fonctionnaires qui vont sur une mission sur lesquelles ils ont peu de renseignements, et ils arrivent dans une zone de guerre avec des gens qui sont couchés. Après, il y a nous qui intervenons, bien évidemment. Et c'est pas évident parce qu'on travaille sur notre mission d'intervention. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se préoccuper des blessés, on doit surtout se préoccuper sur la mission d'intervenir. Difficile. On en reparlera tout à l'heure. On va revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui à Saint-Denis. École fermée, métro, tramway arrêté. 15 à 20 000 habitants sont restés confinés chez eux jusqu'en tout début d'après-midi. Mathieu Caillot, Colette Zagaroli, Emmanuel Hunsinger. Il est 14h, les habitants du centre-ville peuvent enfin sortir de chez eux ou regagner leur logement. Le périmètre de sécurité vient de se réduire. Pendant plus de 8 heures, la ville était en état de siège, bouclée par les forces de l'ordre et surveillée de haut. Dès 4h30, les habitants étaient priés de rester chez eux. Certains ont été fouillés et d'autres rapidement escortés au-delà du périmètre de sécurité. J'ai ouvert un petit peu la porte pour sortir, pour voir il y a quoi. Après, il y a un policier cagoulé, il me dit voilà, il me dit rentre chez toi. Il me dit n'essaie pas de sortir. Ils m'ont dit juste monsieur, il faut que vous sortirez de là, tout ça. Je lui dis je rentre chez moi, c'est bon, je rentre chez moi. Il m'a dit non, c'est bon, c'est fini, il faut que tu partes. Donc je cours avec eux. Ça a été 1h15 de fusillade et de déflagration quasiment ininterrompue, ce qui est dans le silence d'une nuit en plein centre-ville absolument traumatisant. Entre la gare RER et la mairie, c'est tout un quartier qui s'est figé, où habitent 15 à 20 000 personnes. 2 lycées, 3 collèges et une vingtaine d'écoles primaires étaient fermées. Les parents ont dû rester à la maison avec leurs enfants.
Heureusement, ils se sont réveillés un peu tard, mais on a dû les garder à la maison et nous-mêmes, on n'a pas pu partir au travail. Donc heureusement, on a réussi à les occuper, parce que c'est pas toujours facile, et on a essayé de les préserver aussi par rapport à ce qui se passait. Côté transport, 20 lignes de bus et 3 lignes de tramway étaient interrompues toute la matinée. La ligne 13 ne desservait pas la ville, impossible d'y circuler normalement. Tout est bloqué, tout, il n'y a rien. Je suis venue à pied de Villeneuve-la-Garenne jusqu'à Saint-Denis à pied. Les transports, ça s'arrête que là, et là, il n'y a pas de tramway. Bon, je ne sais pas comment aller jusque là où je vais à l'hôpital. Cet après-midi, le métro et le tramway se sont remis à fonctionner normalement, mais 9 lignes de bus sont ce soir toujours perturbées. Les établissements scolaires, quant à eux, devront tous rouvrir demain. Et on retrouve en direct de Saint-Denis, à quelques centaines de mètres des lieux de l'assaut, Carla Carrasquera. Carla, quelle est l'ambiance ce soir ? Eh bien, l'ambiance est assez calme, Marlène. On l'a vu, beaucoup d'habitants sont restés enfermés chez eux une bonne partie de la journée. Ce soir, certains sont sortis pour se rendre compte des terribles événements qui étaient arrivés dans leur commune. Ils essayent de s'approcher de cet appartement où étaient les présumés terroristes, un appartement qui est juste à quelques mètres dans cette rue de la République. Mais un périmètre de sécurité est toujours en place, les forces de l'ordre sont toujours là. Vous savez, ici, on est vraiment en plein cœur de Saint-Denis, un quartier très commerçant, très animé. Mais ce soir, toutes les boutiques sont fermées. D'ailleurs, toute la journée, les boutiques sont restées fermées. J'ai vu également tout à l'heure des familles avec des enfants. Tous veulent s'assurer ce soir que la ville est bien calme, que tout est bien sécurisé, que ces événements sont bien terminés pour arriver peut-être à trouver le sommeil dans la nuit. Merci Carla. Et dès ce matin, une cellule psychologique a été mise en place justement pour aider les habitants. On l'a dit, très marqué. Norbert Cohen, Morgane Prévost. Dans la nuit, le bruit des armes de guerre. Le son est assourdissant. À proximité, les habitants restent terrés chez eux. Et quand enfin ils peuvent sortir, après plusieurs heures, certains sont encore sous le choc. J'ai pas vu grand-chose, on a surtout entendu les explosions à 4h15 du matin, une première, une deuxième, une troisième, ensuite c'était les rafales de Kalachnikov, je pense, je sais pas, des fusils. J'ai été même caché aux toilettes, j'avais peur, parce que j'habite au rez-de-chaussée, j'ai que le truc, j'ai que une fenêtre. Ces événements sont parfois vécus comme un traumatisme et peuvent laisser des blessures psychologiques. C'est certainement beaucoup plus impressionnant d'entendre le bruit, d'avoir la chaleur, les odeurs, parce qu'il y a alors fantasme, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a tout un imaginaire qui va se faire autour de ce qu'ils ont vu vendredi. Mais en plus, il y a eu l'attentat au Stade de France, on est à 500 mètres du Stade de France. Dès le matin, les autorités ont donc très vite mis en place une cellule d'aide à proximité de la basilique Saint-Denis. Hayat a pu s'entretenir ici avec un médecin psychiatre. Moi, en fait, ce que j'avais besoin, surtout, c'est de parler. J'avais besoin de parler parce que, comme j'ai expliqué, ça fait à trop encaisser. Parce qu'il faut parler, il faut dire qu'on avait peur. J'ai peur, je vais pas vous mentir. On a senti la peur hier soir. Pour les plus fragilisés, un suivi devra être effectué. Depuis vendredi, le service médico-psychologique de l'hôpital Avicenne est ouvert 24 heures sur 24. Georges Salinas, on parlait tout à l'heure de l'horreur du Bataclan. Vos hommes aussi vont avoir besoin d'aide parce qu'aucun entraînement ne prépare à ce qu'ils ont vu ce soir-là. Les policiers de la BRI sont très aguerris. Je vous rappelle qu'ils étaient aussi déjà sur Hypercacher. Donc ils ont l'habitude de situations périlleuses. Malgré tout, le Bataclan, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, puisque quand on est arrivé, on a dû enjamber les victimes, c'est-à-dire les morts et les blessés d'ailleurs, puisqu'on avait des gens qui nous demandaient de l'aide et on a dû continuer dans notre mission principale qui était de neutraliser ces terroristes. On a sauvé des otages pendant l'intervention, puisqu'on a extirpé des otages qui étaient boucliers humains pour les terroristes sous le feu, puisqu'on a reçu, je ne sais pas combien d'impacts, je crois plus de 27 sur notre bouclier. On va voir une image du bouclier qui protège Exactement. la colonne. Il y a une trentaine d'impacts, c'est réellement impressionnant. Tout à fait, c'est de la Kalachnikov, bien évidemment. Et puis sans compter le risque explosif, puisqu'on savait que les deux étaient munis de ceintures explosives. Et ça, sur le coup, on y va, et puis après coup, on a vu des policiers craquer, pleurer. Non, pleurer jamais. Mais en revanche, on a des scènes quand même qui nous marquent. Moi, je sais qu'après l'intervention, on était bien évidemment content qu'on n'ait qu'un seul blessé. Je rappelle qu'on a eu quand même un blessé. Ce qui m'a marqué le plus, c'était dans la salle qui était déserte.
malheureusement uniquement avec les victimes, les décédés. On entendait les portables qui sonnaient de gens qui, bien sûr, essayaient d'avoir des nouvelles de leurs proches. Et ça, c'était quand même surréaliste, je dirais. Merci beaucoup, Georges Salinas, pour ce témoignage et pour votre action. Retour à Saint-Denis maintenant avec le maire de la ville. Bonsoir, Didier Paillard. Saint-Denis, le Stade de France, Bonsoir. déjà visé vendredi, cette descente ce matin. Ça fait beaucoup pour vous, pour les habitants. Vous aviez prévu une cérémonie d'hommage demain. Est-ce que vous la maintenez ? Oui, la cérémonie est maintenue demain parce que je crois qu'on a besoin, effectivement, après les blessures de vendredi soir et d'aujourd'hui, de pouvoir se retrouver, de pouvoir concevoir l'avenir ensemble. On a besoin, dans une ville comme la nôtre, où la population vient du monde entier, de pouvoir se retrouver, de pouvoir avoir des projets ensemble, de pouvoir... Est-ce que vous êtes surpris de que des pouvoir terroristes aient pu se construire un cacher comme avenir. ça dans un quartier très vivant, très central de la ville ? Bien sûr, je suis surpris parce que c'est pas ce genre de personnages ne sont pas notre quotidien. Nous sommes une ville de gens du labeur, de gens qui viennent de loin et qui travaillent durement. Et donc, on a plutôt à la cheville au corps l'avenir de nos enfants, des nouvelles générations. Et donc, de pouvoir faire que des gens comme ça qui sèment la mort soient sur notre ville, soit sur nos territoires, n'est pas quelque chose que nous pouvions imaginer, pouvions imaginer même. Merci beaucoup, Denis Paillard. On vous a évidemment entendu. La cible de cette opération, c'était Abdelhamid Abaoud, celui qu'on soupçonne d'avoir commandité et planifié les attaques de vendredi. Un homme que l'on croyait en Syrie, William Vanki. Sur cette vidéo, Abdelhamid Abaoud a le sourire. À l'arrière de son véhicule, vous ne les verrez pas, des cadavres de civils syriens massacrés. Abaoud, 28 ans, est l'un des visages du terrorisme belge. Membre actif de l'État islamique en Syrie, Abdelhamid Abaoud est originaire de Molenbeek, cette commune de la banlieue de Bruxelles, vivier de jeunes djihadistes partis rejoindre les rangs de Daesh. Il connaissait les frères Abdeslam, Brahim, le kamikaze du boulevard Voltaire, et Salah, activement recherché depuis 4 jours. En février dernier, Abdelhamid Abaoud revendiquait un projet d'attentat contre les forces de l'ordre belge, projet déjoué de justesse lors de l'assaut d'une maison à Verviers, dans l'est de la Belgique. En juillet, à Bruxelles, Abaoud était condamné en son absence à 20 ans de prison lors du procès sur une filière de djihadistes belges. Parmi les recrues partis pour la Syrie, le petit frère d'Abaoud, un adolescent de 13 ans. En France, son nom est apparu dans une procédure il y a 3 mois. Entendu par un juge, un djihadiste de retour de Syrie évoque un projet d'attentat dans une salle de spectacle à Paris. Il désigne Abdelhamid Abaoud comme le commanditaire. Laurence Barbry, notre spécialiste police-justice, nous a rejoint. Laurence, le procureur de Paris est en train de donner une conférence de presse. Un premier point sur ce qu'il a dit. Oui, parce que c'est l'information la plus fraîche. Donc le procureur de Paris qui vient de signaler et confirmer que 3 véhicules sont arrivés en convoi de Belgique depuis le 12 novembre. Donc ça, c'est pour l'information la plus récente. Et puis on en parlait à l'instant. Abdelhamid Abaoud, c'était bien la cible qui était visée ce matin dans l'opération à Saint-Denis. Alors plusieurs questions ce soir. Était-il à Saint-Denis ? Était-il en région parisienne ? A-t-il participé aux attentats vendredi ? Et puis, si effectivement sa présence est avérée en France, on peut légitimement se demander comment a-t-il fait pour échapper au contrôle de police, lui qui fait l'objet d'un mandat international depuis pas mal de temps maintenant. Merci Laurence. Alors comment les enquêteurs justement sont-ils remontés jusqu'à Saint-Denis ? On ne le sait pas encore précisément. Depuis vendredi, en fait, ils suivent à la trace les indices semés par les terroristes derrière eux. Caroline Pelé. C'est en inspectant les alentours du Bataclan que les enquêteurs sont tombés sur un indice majeur. Au fond d'une poubelle, un portable avec dessus, selon la police, un plan détaillé de la salle de spectacle et un SMS envoyé par l'un des 3 assaillants avant l'attaque meurtrière. On est parti, on commence. Qui est le destinataire du message ? Peut-être un coordinateur extérieur non identifié. C'est ce téléphone qui permet de retrouver l'une des planques des 3 terroristes, une résidence hôtelière à Alfortville, perquisitionnée samedi dernier. Ils sont arrivés avec les brassards police judiciaire. On a commencé à avoir un peu peur. Après, j'ai voulu remonter, on m'a dit non, il faut attendre. Et à 23h, il y a le GIGN, le RAID, je ne sais pas, qui est arrivé. Ils ont tout encerclé, tout. Dans cette résidence, 2 chambres ont été louées par le Français né en Belgique, Salah Abdeslam, toujours activement recherché.
Alfortville, sans doute l'un des points de départ des commandos pour leur course meurtrière. Une autre équipe est partie, on le sait à présent, de Bobigny. Cette maison a été louée par le kamikaze du boulevard Voltaire, Brahim Abdeslam, le frère de Salah. La propriétaire n'a rien soupçonné. Ils n'ont rien laissé apparaître. Voilà, c'est des gens sympas, corrects, bien habillés. Voilà, il n'y avait pas de barbe, il n'y avait pas de djellaba, comme on dit. Voilà, il n'y avait rien du tout. Ici, les enquêteurs retrouvent des téléphones portables avec des puces. Brahim et son commando quittent Bobigny vendredi vers 20h30 pour le 10e arrondissement. Comme l'atteste le GPS de la Seat Noire, localisée à Montreuil. Brahim est mort dans les attentats, mais son frère est toujours en cavale. Salah Abdeslam a fui Paris dès vendredi soir en voiture avec l'aide de 2 amis, Mohamed Amri et Hamza Atou, venus de Belgique. Samedi matin, tous 3 sont contrôlés à Cambrai. Salah Abdeslam n'est alors pas encore recherché, il continue sa route vers la Belgique. C'est là qu'on perd sa trace. Ces 2 complices sont actuellement en garde à vue à Bruxelles. Alors Laurence Barbril, l'enquête avance et elle avance encore avec ces nouvelles déclarations du procureur de Paris. Oui, le procureur qui vient de préciser que l'opération de ce matin a été menée suite à un témoignage qui affirmait qu'Abdelhamid Abaoud était bien présent à Saint-Denis. Première information. Deuxième information, les 2 terroristes qui ont trouvé la mort ce matin ne sont toujours pas identifiés. Et enfin, ça porte à actuellement 4 équipes de terroristes identifiées par les enquêteurs. Merci Laurence. Et face à la menace terroriste, François Hollande a détaillé cet après-midi devant les maires de France réunis au Palais des Congrès les mesures présentées ce matin en Conseil des ministres. Prolongation jusque fin février de l'état d'urgence, possibilité d'armer rapidement les polices municipales qu'ils demanderont. Il promet aussi de faire taire ceux qui font l'apologie du terrorisme. Écoutez. Nous devons être implacables contre toutes les formes de haine. Aucun acte xénophobe, antisémite, anti-musulman ne doit être toléré. Et si certains individus se livrent à l'apologie du terrorisme dans certains lieux, dans des associations, dans des groupements de fêtes, le projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres prévoit qu'ils pourront être dissous. Ils le seront immédiatement. Se démarquer des extrémistes, justement, un texte solennel condamnant le terrorisme sera lu vendredi dans toutes les mosquées de France, initiative du Conseil français du culte musulman qui veut éviter les amalgames. Alors peut-on vraiment fermer les mosquées radicales, les groupes radicaux? Est-ce la solution? C'est un dossier de Valentine Poncy, Carla Carrasquera, Nedim Lonkarevitch et Fanny Bouteiller. La mosquée de la Fraternité est toujours ouverte. Mais ici, la police a mené dans la nuit de lundi à mardi l'une des nombreuses perquisitions administratives. Placés en garde à vue, 2 membres de l'association qui gère ce lieu de culte ont été finalement relâchés. Cette mosquée serait pour certains un relais du salafisme qui prône un islam fondamentaliste. Le salafisme aujourd'hui en France, qui a effectivement pignon sur rue dans certaines mosquées, n'est absolument pas celui qui appelle à la guerre avec la France. Il est rigoriste au niveau des mœurs, au niveau politique, il est inoffensif. Inoffensif, pourtant aujourd'hui la communauté musulmane s'interroge. Les mosquées qui prônent les discours les plus rigoristes pourraient servir de lieu de recrutement. Lundi, la délégation d'imams de la région venue se recueillir devant le Bataclan est prise à partie. Il faut mobiliser toutes les mosquées pour parler de ça. C'est important. Arrêtons de parler de l'éducation, de ceci. Dans les prêches le vendredi, on nous parle de l'éducation. On nous rabatte l'éducation, il faut protéger nos familles. Non, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est grave. C'est grave. Il faut en parler dans les prêches. Ce vendredi-là, il faut arrêter de parler d'autre chose. Il faut parler de ces prêches-là. Oui, mais on oublie. Vous êtes des imams dans les mosquées. C'est à vous de faire le ménage. Nous, on ne connaît pas les religions. On ne sait même plus comment parler à nos jeunes. Prenez votre responsabilité, s'il vous plaît. Descendez dans la rue, les imams de France, sinon on va fermer les mosquées. Pour ce spécialiste, difficile de fermer la centaine de mosquées radicales en France. Il faudra apporter les preuves qu'elles hébergent ceux qui appellent à la violence, les djihadistes. C'est un endroit où on va recruter, c'est un endroit, mais il faut relativiser, quoi. C'est pas la mosquée qui est l'endroit le plus favorable, qu'on aime, qu'on préfère pour recruter ou pour entretenir ce lien. Mais fermer ces lieux de culte, c'est peut-être aussi rendre encore moins visibles les djihadistes.
Bonsoir Raphaël Yogier, vous êtes directeur de l'Observatoire du religieux. Alors quand Manuel Valls dit cet après-midi à l'Assemblée, l'islamisme radical, le salafisme sont nos ennemis, il se trompe de cible ? Je pense qu'il se trompe complètement, effectivement. C'est-à-dire que, certes, il y a des mouvements salafistes, qu'on appelle improprement d'ailleurs salafistes, parce que c'est une sorte maintenant d'islam global, fondamentaliste, qui se développe en France, effectivement, chez les jeunes. C'est quoi, une centaine de mosquées à peu près ? Non, je ne crois pas qu'on puisse qualifier en termes de nombre de mosquées. Il peut y avoir des prêcheurs dans une mosquée, avec des prêcheurs qui sont plus radicaux, si vous voulez. Mais la vraie question, c'est qu'on a deux phénomènes, en réalité, qui sont parallèles. On a un phénomène d'un néo-fondamentaliste qui peut ne pas nous plaire, parce que ça a été dit dans votre reportage, du point de vue des mœurs, c'est assez régressif, assez traditionnaliste, mais paradoxalement, ceux qui sont justement le plus traditionnalistes de ce point de vue-là, ils sont le plus antiterroristes parce qu'ils trouvent que le terrorisme, c'est trop moderne. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça. Et d'ailleurs, la preuve que je ne vous dis pas n'importe quoi, parce qu'on pourrait le penser avec tout ce qu'on entend, c'est que nous, c'est un scoop, nos travaux avec les étudiants et les chercheurs de mon labo, on a découvert que parmi ceux qui sont le plus dans le viseur du discrédit de Daesh, sont les plus fondamentalistes. D'accord, Daesh s'en prend à eux parce qu'ils ne sont pas encore assez radicaux à son goût. Non, c'est pas parce qu'ils sont pas... Non, justement, c'est pas parce qu'ils sont pas encore assez radicaux. C'est parce que comme ils opèrent sur le même marché des jeunes qui sont en recherche de régulation et autres, mais qu'ils les poussent vers des questions de mœurs, de musique, etc., du coup, ils les détournent de devenir des héros de l'islam avec des kalachnikovs. Si on se trompe de cible, qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire après Charlie ? Le problème, c'est que ça fait un an, moi, que j'essaye de le dire. J'ai rencontré différentes personnes, des décideurs au sein du gouvernement français. On était à plus ou moins d'accord avec ce que j'expliquais. Je dis, à court terme et à moyen terme, les renseignements font ce qu'ils peuvent et c'est bien ce qu'ils font. Mais à moyen terme, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire leur travail. Parce que Internet, c'est extrêmement compliqué. Il y a une multitude de choses. C'est gigantesque. Les identités se construisent aujourd'hui de manière multiple et variée, de manière fluctuante. Il y a des gens qui sont frustrés. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas où ça se passe. Moi, ce que j'ai proposé, c'est de mettre en place ce que j'ai appelé un observatoire national des identités, pluridentités, avec des chercheurs, des psychiatres, des sociologues, des anthropologues. Donc de travailler très, très en amont. Mais je vous signale que c'est pas être angélique de dire ça, puisqu'en réalité, eh bien, on peut pas critiquer les Israéliens sur leur angélisme. Hein. Eh bien, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On sait qu'il y a les sciences sociales qui pourraient être, en quelque sorte, nourrir une réflexion et des analyses à moyen terme. Et là, servir de système d'alarme. Je ne dis pas qu'on en serait arrivé là, mais néanmoins, on se serait donné les moyens de comprendre. Merci beaucoup, Raphaël Yogier, pour cet éclairage. Avant de refermer ce journal, je reviens vers vous, Laurence. Que doit-on retenir de cette journée et des déclarations que vient de faire encore une fois le procureur de Paris ? L'information primordiale qui vient d'être donnée par le procureur, ni Abdelhamid Abaoud, ni Salah Abdeslam ne font partie des personnes gardées à vue. Un troisième corps, peut-être plus, a été découvert, mais il n'est toujours pas identifié car il y a énormément de décombres, donc pas de bilan définitif. Et enfin, est-ce qu'il y a d'autres cibles ? Oui, a clairement dit le procureur. Pour le moment, on ignore lesquelles. Encore une fois, il faut être très, très prudent et ne pas alimenter une psychose. Oui, alors on le voit, beaucoup de questions restent en suspens. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. On va écouter le procureur de Paris. Les premiers éléments de l'enquête et de l'intervention des policiers en notre possession nous ont laissé à penser que l'explosion était consécutive à une femme ayant activé son gilet explosif. Ce point devra cependant être vérifié, je le rappelle, par l'examen des corps et des débris de corps, ainsi que par toutes les opérations de police technique et scientifique qui doivent être réalisées. Comme je l'indiquais tout à l'heure et je le répète, les constatations dans l'immeuble sont extrêmement délicates. Et à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de vous donner un bilan précis du nombre définitif et des identités des personnes décédées, si ce n'est qu'il y a au moins 2 morts. Oui, alors on le disait, hein, Laurence, le procureur reste extrêmement prudent ce soir. Oui, car il faut rester prudent, hein. Il y a beaucoup de victimes. Donc je peux vous faire un rapide bilan pour aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que 2 terroristes ont trouvé la mort. Il y a eu au total 7 interpellations. Et enfin, ce groupe qui a été démantelé aujourd'hui ferait donc partie d'une 4e équipe. 3 vendredi, une 4e aujourd'hui. Merci beaucoup Laurence pour ces précisions. Évidemment, votre édition nationale va revenir sur cet assaut donné ce matin à Saint-Denis, sur ses conséquences et sur ce que ça implique pour la suite de l'enquête sur les attentats de vendredi. Merci encore de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain dès midi pour une nouvelle édition régionale. Bonne soirée.
Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.